sommes aujourd'hui à Cahors, dans le sud-ouest de la France, une région, ou plutôt une appellation, qui a toujours voulu faire valoir sa différence, sa personnalité, à travers la culture presque exclusive d'un seul cépage, le Malbec, ce black wine, comme l'appellent les Anglais, qui est un vin dense, riche, profond, couleur d'encre, et qui correspond bien à la culture régionale, la bonne chair, les confits de canard, les foie gras de canard, sans oublier bien sûr le diamant noir de la région, la truffe. Alors pour comprendre à peu près 2000 ans d'histoire de la culture du vin ici, nous avons rendez-vous avec le château La Grézette, qui a vu 500 vendanges et qui contribue aujourd'hui au nouveau rayonnement des vins de Cahors dans le monde, où il est connu pour être le French Malbec. Et vous allez voir qu'ici, quand on parle de château, il s'agit de vrais châteaux, avec des murs épais, avec des créneaux, bref, une ambiance médiévale qui traduit des vins de caractère et surtout qui sont le reflet de vins qui sont des vins d'âme. Que c'est beau, que c'est beau. Bonjour. Très heureux, bonjour. Merci de m'accueillir ici. Je viens à la découverte des vins de Cahors en général, et puis en particulier de ces fameux vins de Malbec, ce qu'on appelle le French Malbec. Oui, à la Grézette, on est spécialisé dans la culture du Malbec et sa vinification. Et donc ici, on est sur une parcelle. On est sur une parcelle qui s'appelle le Pigeonnier. Elle a été plantée il y a à peu près une trentaine d'années par Monsieur Perrin. C'est ainsi que presque l'aventure de la Grézette a démarré. Pourquoi est-ce que ici on plante du Malbec spécifiquement et presque exclusivement sur l'appellation de Cahors? Je dirais très simplement, c'est le cépage historique de ce terroir. Ouais. Voilà. Donc qui au fil des siècles s'est acclimaté à la fois au climat, peut-être à la main de l'homme et au terroir en tout cas. Voilà. Alors le terroir qu'est-ce que c'est? Alors ce terroir, c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. Ce sol argileux calcaire. En quoi est-ce qu'il est favorable au Malbec? En fait, il y a une adéquation entre le terroir lui-même et le cépage au fil des siècles. C'est cette adaptation-là qui s'exprime ici maintenant. Et soyons simples, ce cépage est historique, il exprime absolument le terroir qui lui-même permet au cépage de s'exprimer d'une façon très qualitative. Et aujourd'hui, donc l'appellation de Cahors commence à être reconnue dans le monde entier pour être un petit peu le royaume du Malbec, c'est ça? Oui, elle était très certainement connue en France, il n'y a aucun doute. Elle a pris un coup d'arrêt avec le phylloxéra à la fin du 19e siècle, ouais, car les racines du plant français n'étaient pas aptes à résister au phylloxéra lui-même. Ouais. Et donc depuis lors, nous avons des porte-greffes américains qui résistent au phylloxéra et sur lesquels sont greffés l'ensemble des cépages français, où que ce soit. Ce cépage est reconnu dans le monde actuellement. Cahors est son lieu historique et la Grézette plus particulièrement, puisque les premiers papiers authentiques de vendange à la Grézette datent de 1503, ce qui veut dire qu'auparavant, c'était cultivé, bien entendu, le Malbec était cultivé ici. 1503, donc ça veut dire qu'on a à peu près 5 siècles de vendange, oui, et d'expérience Malbec. Plus de 5 siècles. Et donc quand on pense à la durée que cela représente, on comprend vraiment à quel point ce cépage est adapté à ce terroir. Il a pu s'exprimer ici, c'est parce qu'il s'est aussi bien exprimé qu'il a pu durer. C'est ça le lien en fait. La question de durée et d'adaptation au terroir et au climat qui nous entoure. Et à la Grézette, donc, on est spécialisé en matière de Malbec. Maintenant, on a à la fois le cépage qui est adapté au terroir, mais il y a aussi quelque chose de très important entre le porte-greffe, les porte-greffes qui sont sélectionnés pour exprimer le meilleur du cépage lui-même, alors que ce soit le Malbec chez nous ou le Chardonnay en Bourgogne. On va voir la façade du château, parce que c'est quand même l'âme du domaine de la Grézette, ce château, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis même 5 siècles d'âme, on aurait même peur qu'il y ait quelques fantômes. Et même presque un peu plus, puisqu'il est bâti sur les fondations d'une maison du XIIe siècle, d'une ferme fortifiée du XIIe siècle. C'est beau. Le château a aussi une inspiration début de la Renaissance, puisque le seigneur des lieux, Monsieur de Massot, le père de Marguerite, est parti guerroyer en Italie. Il en est revenu et ça l'a inspiré quand même. Donc ce château n'est pas purement forteresse médiévale, pas du tout. Ce qui m'impressionne en regardant cette façade, c'est d'imaginer qu'au cours de 5 siècles, c'est une bâtisse qui a vu quoi, les guerres de religion, qui a vu les famines, la peste même. Sans doute.
La Révolution française. La Révolution française, enfin beaucoup de faits historiques au cours des 5 ou 6 derniers siècles. Donc 5 siècles d'histoire et de vendanges, ça me paraît bien légitime pour pouvoir nous parler aujourd'hui du Malbec et du Cahors en général. Donc pour résumer 500 ans d'histoire, je vous invite à déjeuner où vous allez rencontrer mon équipe, donc responsable du vignoble et déchets. Et ça va nous permettre de voir cette adéquation entre les vins et les mets carcinois, la cuisine traditionnelle de cette région. Vous verrez que ça se marie extrêmement bien. Je vous suis. Avec plaisir. Wow, impressionnant. Une superbe cuisine du château. Impressionnant. Je pense qu'elle est plus ou moins d'époque quand même. Alors je voudrais vous présenter mes 2 collaborateurs. Bonjour. Pierre qui est responsable des vignobles et Cédric qui est responsable de la vinification. Je suis heureux de vous inviter vraiment, de vous faire découvrir à la fois le château et nos vins. Et le premier qui est notre image de marque, c'est Château La Grézette. Voilà. Et ça, c'est l'étiquette d'origine, c'est le millésime 2003. Donc on va le boire avec du foie gras. J'espère que vous l'apprécierez. Donc les traditions sont 2003, respectées. C'est un vin qui est fait à base de Malbec, le cépage est le Malbec, et on estime vraiment que ce Malbec, ce vin de Château La Grézette va très bien avec le foie gras, parce qu'on ne recherche pas quelque chose qui serait trop, entre guillemets, sirupeux en ce qui nous concerne. Hein. Ça va un peu contre la texture et la suavité du foie gras. D'ailleurs, on boit toujours à La Grézette du Malbec avec le foie gras parce qu'on trouve que ça se marie très bien. Donc j'ai dit que c'était un millésime 2003, ça a déjà pratiquement une dizaine d'années. Et c'est un vin qui a été vieilli 18 mois en barrique. Alors, ce vin de Cahors dont on entend parler, qu'on sait que c'est un vin qu'on dit être un vin noir, un vin sombre, un vin capiteux, c'est vrai que c'est une robe qui est une robe dense. Cette couleur est caractéristique du cépage Malbec, et en particulier des vins du Château La Grézette. Je suis bien content de partager ce moment de dégustation avec vous, pas uniquement de vin, mais de gastronomie du Sud-Ouest. À nous. C'est vraiment un plaisir également de vous accueillir. Donc c'est très haut en couleur, très dense, avec beaucoup de matière, un bel équilibre en général quand la vinification est appropriée. Beaucoup de longueur en bouche, on va faire simple, et ce sont des vins de garde quand même, mais que nous vinifions nous pour qu'ils puissent être appréciés très rapidement. Par exemple, le millésime 2009 est apprécié et vendu dès à présent à La Grézette. Cependant, on préfère quand même avoir des vins qui ont un peu plus de bouteilles, quelques années de plus, parce qu'ils vieillissent en général très bien, ils sont plus veloutés en fait. Wow. La grêle de canard, ça va être délicieux, avec des cèpes. Merci. Des cèpes et une sauce aux champignons. Une sauce aux champignons. Et d'ailleurs, pour accompagner, on a choisi la cuvée d'Amoneur du Château La Grézette. Cuvée d'Amoneur, car le château était construit pour Marguerite de Massot, dont l'effigie est sur le manteau de la cheminée de la salle d'armes. Et il y a écrit de chaque côté de son effigie « Dame Honneur ». En fait, ça c'est carrément de l'origine du château. Est-ce que cette cuvée Dame Honneur trahit un petit peu la réputation de rudesse, de robustesse de ces vins, ou est-ce qu'elle est tout de même caractéristique je dirais, des vins de Cahors et du Malbec en général? Si on parlait précédemment de rusticité pour les vins de Cahors, ce n'est plus une notion, une donnée qui nous intéresse. Pour nous, les vins doivent être raffinés, élégants, avec une belle structure et un potentiel de garde. Mais voilà, cette élégance-là, ça nous intéresse énormément. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce que on trouve également de la suavité dans ces vins, de la délicatesse. C'est le fait qu'en matière de viticulture et d'œnologie, on a fait de gros progrès. Donc on sort l'appellation quelque part de son ornière de vin qui était plus rustique, plus grossier, plus astringent. C'est toujours ce qui nous intéresse à La Grézette, c'est l'équilibre de nos vins. Voilà. Alors l'équilibre, c'est une notion dont on entend beaucoup parler. Ça veut dire quoi? C'est l'équilibre entre quoi et quoi? Alors moi je dirais que cet équilibre, c'est d'abord quelque chose qui nous touche nous, qui faisons le vin. Il faut qu'on le perçoive. L'équilibre, c'est dans la dégustation. Est-ce que la matière, les tanins, l'acidité éventuelle du vin, est-ce que les arômes sont mis en valeur, le vieillissement en barrique, cet équilibre global, c'est comme ça que je le vois personnellement. D'autres auraient une autre approche. Il faut que quand on déguste avec Cédric ou avec Pierre ou Monsieur Perrin,
que de l'attaque en bouche jusqu'à la fin, on ait cet équilibre global et par exemple pas un creux en milieu de bouche, ou alors une fin de bouche qui serait abrupte ou où il n'y aurait pas de longueur. Voilà ce que j'entends, moi, c'est dans tous ces arômes, tout ce qui constitue le vin. Une suavité peut-être également. Donc l'attaque en bouche, c'est ce que l'on ressent au moment où le vin commence à être dégusté, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a en bouche immédiatement, oui peut-être. Le milieu de bouche, qu'est-ce que c'est? Donc attaque en bouche, je sens cette texture du vin, entre guillemets, on va schématiser, faire simple. Ensuite, j'analyse mon vin avec les parfums que je peux trouver. Là, je vais commencer à être plus raffiné. Peut-être, je vais essayer de discerner, est-ce que j'ai des arômes de vanille, de réglisse, des fruits rouges, etc. J'ai évolué de l'aspect technique, si vous voulez, enfin, ou physique plus, vers quelque chose de plus subtil. Voilà. D'accord. Et ensuite, je vais l'avaler. Et je vais regarder ce qui me reste en bouche au final. Quelle est la longueur en bouche, quels sont les arômes qui sont rémanents, qu'est-ce qui me reste de tout ce vin que j'ai pu déguster. Alors on est aussi là pour apprendre comment on fait du vin. Là actuellement, nous sommes au mois d'octobre, la vendange est rentrée. Alors qu'est-ce qui se passe quand les raisins sont rentrés en cave? Voilà, quand les raisins entrent en cave, ils sont donc triés, ils descendent dans les cuves. À ce moment-là, on a une macération à froid pendant quelques jours, qui permet d'extraire plus de couleurs, plus d'arômes, de déjà commencer à assouplir les tanins. Ensuite, au bout de quelques jours, on réchauffe un petit peu la cuve. Là, la fermentation alcoolique va démarrer, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool par l'intermédiaire des levures. Là, ça va démarrer avec un développement, une production de gaz carbonique et de chaleur, entre autres choses. À ce moment-là, Cédric dans les chais va faire un certain nombre de remontages ou de pigeages sur cette cuve en fermentation. Alors, qu'est-ce que le remontage? Le remontage, c'est le fait de prendre du jus de raisin qui commence à fermenter au pied de la cuve et de le remonter sur le chapeau de marc qui s'est formé au sommet du mou en fermentation. Et ça sert à quoi? Alors, ça permet d'extraire plus de couleurs, plus d'arômes et tous les composants qui sont contenus dans les peaux des raisins. Voilà, c'est extrêmement important. Et le pigeage? Alors le pigeage, c'est le fait d'enfoncer le chapeau de marc dans le mou en fermentation. Là aussi, pour plus d'homogénéisation et une meilleure extraction de tous les composants du raisin. Parce que la plupart de ces composants sont contenus dans la peau des raisins. Donc cette fermentation alcoolique va durer à peu près une dizaine de jours. Quand c'est terminé, à la grisette, on a une macération à chaud. C'est-à-dire qu'on maintient la cuve à une température à peu près de 28 degrés. Et là aussi, c'est pour terminer l'extraction et aussi assouplir les tanins. Donc là, le maître de chai est très attentif et déguste assez régulièrement. Et à un moment, on dit, voilà, la macération à chaud est terminée et on doit décuver. D'accord. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On décuve, c'est-à-dire qu'on écoule cette cuve-là. On a du vin de goutte qui pourrait être le plus fin finalement de cette cuvée-là. Puis on presse le chapeau de marc qui surnageait à la surface du liquide, on le presse et on obtient le vin de presse. Le vin de goutte et vin de presse sont tenus séparés. Le vin de presse va être peut-être plus coloré, plus astringent, plus solide éventuellement, sauf que nous avons un pressoir très haut de gamme et on arrive à faire des vins de presse qui sont très qualitatifs. Et ensuite, ces vins de presse et ces vins de goutte seront éventuellement assemblés dans certaines proportions et ces vins-là descendent dans nos barriques pour un vieillissement qu'on veut toujours harmonieux et équilibré. D'accord. Ce que je veux vous présenter maintenant, c'est une micro-cuvée de la Grisette qui s'appelle le Pigeonnier. C'est un vin 100% Malbec qu'on aime boire également avec le château, la cuvée d'Amoneur, le Pigeonnier, sur du magret. Je pense que ça se marie très bien. Mais j'ai entendu parler de cette cuvée, oui. En toute petite quantité, je crois, c'est ça? Une petite parcelle. Il y a une histoire spécifique qui est attachée au pigeonnier. En 97, premier millésime du pigeonnier, cette parcelle a été gelée. Donc on a une très faible production de l'ordre de 18 hectolitres à l'hectare. Et le vin a été si qualitatif que M. Perrin a décidé qu'il y aurait une cuvée, le pigeonnier, à ce moment-là. Donc c'est de là qu'est né le pigeonnier, sur ce gel de 97. En 98, on a coupé des raisins, on a pratiqué ce qu'on appelle la vendange en verre, qu'on fait sur l'ensemble de la propriété, bien entendu, mais d'une façon plus sévère sur le pigeonnier. Donc en 98, on est redescendu aussi à 18 hectolitres à l'hectare, en 99, en 2000 et depuis lors. Alors 18 hectolitres à l'hectare, ça veut dire que là où
L'interprofession, ou plutôt l'appellation, vous autorise à avoir 50 hectolitres à l'hectare, une certaine quantité de raisins produits à l'hectare. Vous, pour cette cuvée de pigeonnier, vous ne produisez que 18 hectolitres à l'hectare. Très exactement. Et ça fait quoi? Alors les raisins sont certainement plus concentrés. Oui. C'est beaucoup plus velouté. Nous, à la Grisette, on est toujours dans une zone de production de 20 à 30-35 hectolitres à l'hectare et pas plus. Et ça, c'est très important pour maîtriser le cépage Malbec. Et pour la qualité. Et assurer la qualité, extrêmement important. Et en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bien loin des stéréotypes que l'on lit dans beaucoup de revues de ces vins qui sont robustes, des vins qui sont fermes, pas du tout. On trouve dans ces vins de Cahors et de Malbec beaucoup de tendresse, beaucoup de suavité et beaucoup de délicatesse. C'est encore une chose que nous avons appris aujourd'hui et tous ensemble. Nous progressons. À nous.